Voilà, donc on va démarrer cette troisième, si je ne me trompe pas, troisième conf donc de cette deuxième journée du chez Tech Days, consacrée donc à la lutte contre l'usurpation d'identité. Et on a l'honneur de recevoir Monsieur Christophe Dary et on recevra tout à l'heure Yazid Akano de l'ICANN. Tous les deux donc, vont parler justement des différentes mesures qu'on peut mettre en place pour lutter contre l'usurpation, notamment l'usurpation tout simplement des noms de domaine. Christophe, je te laisse la parole. Et merci encore d'avoir accepté. C'est vraiment un grand honneur. Moi, j'apprécie, je le dis là tout de suite, hein, j'apprécie tout ce que tu fais sur le réseau, notamment sur LinkedIn, tout ce que tu partages, les, euh, les mauvaises et les bonnes pratiques que tu montres quasiment tous les jours, hein. Il ne passe pas une journée où tu publies des choses. Et d'ailleurs, je recommande tout le monde que vous cherchiez Christophe Zary sur LinkedIn et vous l'ajoutez et vous allez voir, il partage énormément de choses. Donc, un grand merci à toi d'avoir accepté de venir nous partager sur le chez Tech Days tes compétences et tes connaissances. Merci Shafik. Bah oui, j'en profite pour inviter toutes les questions auxquelles je n'aurai pas le temps de répondre aujourd'hui à être posées sur LinkedIn. C'est vraiment comme ça qu'on progresse ensemble. Je vais vous présenter une certaine vision d'une globalité de schémas d'attaque, défense par usurpation email qu'il est utile d'avoir en tête, même au début d'un processus de défense, parce que si vous n'avez pas cette vision-là, vous risquez de partir dans des mauvaises directions, de construire de la sécurité sur des couches qui ne le sont pas, et dans ce cas-là, ça ne sert à rien en fait. Les protocoles anti-usurpation, c'est une pile, et ça ne sert à rien de poser des éléments en haut de la pile, si en dessous, parce que si en dessous, ce n'est pas fiable, parce que chaque élément de la pile fait confiance à l'élément qui est en dessous. Alors, ça va vraiment être de la vulgarisation, mais plus c'est simple, mieux on comprend. Et ça deviendra technique après, si vous le souhaitez, on pourra parler des protocoles. Je vais volontairement pas prononcer un nom de protocole pendant la première partie. Ça peut s'assimiler à un jeu, et un jeu de table même, dans lequel il y a différents joueurs. À gauche, l'usurpateur. En bas, la marque, notre marque. Nous, on joue le rôle de la marque cœur. Cette marque doit écrire à des destinataires qui sont à droite. Pour ce faire, les destinataires ont des récepteurs, des serveurs qui reçoivent leur courrier. Et ces serveurs ont la capacité de vérifier le niveau d'authentification des mails qu'on leur soumet. Et puis, en contrepartie, on verra arriver un prestataire, parce que la marque a besoin de s'appuyer sur des prestataires pour envoyer certains courriels. Le schéma le plus simple, c'est celui-là. La marque cœur, là c'est son président, je mets président parce que c'est plus sensible, a besoin d'écrire à un destinataire. Donc il va. Alors j'ai oublié de vous dire, il y a un territoire de souveraineté qui ici est en blanc autour de la marque, et une délégation, une sorte d'ambassade qui est sécurisée aussi, qu'on appelle le DNS. C'est le seul mot technique que je vais prononcer dans la première partie. On peut dire référentiel public. En fait, c'est une zone accessible publiquement, mondialement, sur laquelle j'ai une certaine souveraineté. Et donc, le récepteur de tous mes destinataires, les récepteurs de tous mes destinataires vont pouvoir aller interroger cette zone. Ils ne vont pas venir interroger mon serveur, ils vont interroger cette zone pour vérifier si le mail que je leur envoie ou qui est prétendu venir de moi est authentifié ou pas. Donc ici, on symbolise un mail qui part de la marque cœur, de la messagerie interne, dans la messagerie d'entreprise de la marque cœur, par ce président @cœur, c'est la flèche numéro 1.
Et dans ce mail, il y a mon logo. Dans le corps du mail, hein, c'est simple, c'est juste une image que mon président a été mettre dans le corps du mail, comme tous les salariés de l'entreprise. Le serveur de réception va recevoir ce mail et comme c'est un serveur up-to-date, hein, c'est un serveur capable, il va aller demander à la zone DNS du domaine coeur.fr si la marque coeur.fr, le domaine coeur.fr, a une politique d'authentification. Donc, il pose cette question, c'est la flèche numéro 2, et le DNS, dans un cas qui est fréquent, répond il n'y a pas de réponse. Une autre possibilité, c'est il y a une réponse, mais la recommandation du nom de domaine coeur.fr, c'est de laisser tout passer, parce qu'il n'est pas prêt à se défendre. En fait. Donc ça, c'est vraiment les deux cas qui sont les plus fréquents. Du coup, le récepteur fait exactement ce qu'on lui a demandé de faire. Il laisse passer le mail, cette fois-ci à bon escient, parce que c'est vraiment le président d'un marqueur qui a voulu écrire au destinataire. Donc le destinataire reçoit le mail, tout va bien. Ce qui va se passer, ce qui se passe, hein, c'est que là, c'est super facile. N'importe qui, avec quasiment pas de compétences et quasiment pas de matériel, va pouvoir se faire passer pour président@coeur.fr. Donc là, l'usurpateur entre en jeu. Il envoie un mail depuis un serveur SMTP qui contrôle lui-même, qu'il a installé, ou depuis un relais ouvert. Enfin bref, il y a plein de solutions pour envoyer un faux mail avec exactement l'adresse président@coeur.fr. Le récepteur va faire son boulot. Il va demander à la zone DNS de coeur.fr si ce mail est authentifié. Et comme il n'y a pas de réponse, ou que la réponse est laissez passer, le mail passe, arrive au destinataire, et la charge de la détection du fait que c'est un faux mail, qu'il y a une menace, repose entièrement sur le destinataire. C'est-à-dire que moi, Marc Coeur, je n'ai pas été capable d'envoyer un signal au récepteur de mon destinataire pour lui dire voilà comment moi j'aimais, et si ce n'est pas conforme, tu ne dois pas laisser passer. Donc ça, c'est une situation de vulnérabilité extrême qui est encore extrêmement répandue aussi. Alors, là, on va passer on va mettre en place une politique défensive. C'est-à-dire que la marque Coeur, cette fois, quand elle émet, c'est toujours mon président qui écrit. Le message arrive au récepteur du destinataire. Le récepteur demande au référentiel public si le message est conforme à ma politique. Cette fois-ci, il y a une réponse qui est oui. Le mode d'émission est conforme à la politique d'authentification de coeur.fr. Donc, le récepteur va relayer le message au destinataire et en plus, il va envoyer à mon nom, il va me retourner, c'est la flèche numéro 5, une trace comme quoi ce message a bien été authentifié et délivré. Et cette fois, quand l'usurpateur va vouloir faire jouer la même musique que tout à l'heure, le récepteur va faire la même requête. Est-ce que c'est authentifié? La réponse sera non. Il va bloquer le message et moi, j'aurai une alerte me disant un message a essayé d'être émis en ton nom et il a été bloqué. Alors, dans la vie réelle, on a besoin de faire envoyer des messages par des prestataires, par des tiers, pour plein de raisons. Soit c'est pour faire du marketing, soit c'est pour... c'est un logiciel métier, on en trouve beaucoup dans les ressources humaines ou dans les CRM, par exemple. C'est extrêmement courant et quasi inévitable de devoir confier des émissions à des prestataires. Mais ce que font la plupart des entreprises, c'est qu'elles ouvrent les mêmes droits à leurs prestataires que ceux qu'elles donnent à ses propres utilisateurs. Donc ici, on en a un exemple. Le prestataire a reçu le droit d'émettre au nom de coeur.fr. Et évidemment, comme il émet pour coeur.fr, il va de façon parfaitement légitime
envoyer, se servir de ce droit, y coller le logo de la marque. Les courriels vont contenir le logo de la marque à bon escient, c'est exactement ce qu'on voulait qu'il fasse. Mais en attendant, il a le même pouvoir que la propre messagerie de Cœur.fr. Donc le récepteur fait bien son boulot, c'est authentifié, ça passe, on est dans un schéma d'émission légitime. Le problème, c'est que j'ai donné des droits à un prestataire auquel je fais totalement confiance. Et je n'ai pas les moyens de contrôler la pertinence de ce niveau de confiance. Notamment, j'aurais les moyens de le contrôler, mais en général, on ne le fait pas. Donc, ça veut dire que s'il y a une vulnérabilité chez un de mes prestataires, donc plus il y en a, évidemment, plus il y a des risques, cette vulnérabilité peut être exploitée par l'usurpateur, à plus forte raison que cette vulnérabilité, comme vous le voyez, elle est consultable. Enfin, les droits que je donne sont publiquement visibles dans le référentiel public. Ça veut dire que l'attaquant, il les voit comme n'importe qui et il n'a qu'à faire son choix. En fait, il lit dans mon jeu très facilement et il va pouvoir regarder quels serveurs mes prestataires ont, quels ports sont ouverts dessus, est-ce que c'est des serveurs mutualisés ou pas, est-ce que ce prestataire a un défaut d'étanchéité entre ses différents clients. C'est extrêmement fréquent et c'est très facile à faire. Donc là, je prends un risque considérable en ouvrant les mêmes droits à mes prestataires qu'à mes propres utilisateurs. Donc l'usurpateur, ben, voilà, il n'a qu'à faire son choix, il va trouver un moyen de passer, il va se connecter sur le prestataire. Par ce biais-là, il va sortir par un serveur autorisé. Donc, il émet, c'est la flèche numéro 2, un message au nom de président. Alors, pourquoi au nom de président et pas au nom de no reply, comme c'était le cas juste avant? Parce que là, en général, les protocoles sont utilisés pour protéger le domaine et pas l'émetteur complet. Donc là, c'est ce qu'il a fait. Si ma protection n'est que sur le domaine Cœur.fr et qu'en plus j'ai donné le droit au prestataire d'émettre, eh bien, président@cœur.fr va pouvoir être usurpé par le biais du prestataire pour envoyer un message au récepteur qui va interroger la zone DNS, avoir une réponse positive. Donc, mon message passe au destinataire. À nouveau, la charge de la détection de l'attaque repose entièrement sur mon destinataire. C'est-à-dire que moi, Marc, je n'ai pas été capable de me défendre. Et je reçois une trace, mais la trace, elle me dit un message légitime qui est passé, qui a été délivré au destinataire. Donc, bah, voilà, j'ai rien sécurisé du tout par le biais de mon prestataire. C'est encore pire. Le mail était authentifié, mais à mauvais escient. Alors, si vous regardez bien, voilà. Là, on a affiné un petit peu on a un petit peu hiérarchisé les droits. C'est-à-dire que si mon prestataire, son boulot, c'est d'envoyer des mails d'information, marketing, de communication, eh bien, je peux limiter ses droits à un sous-domaine. C'est ce qu'on doit faire pour hiérarchiser sa défense. Typiquement, là, bah, je lui ai dit, bah, tu vas utiliser un sous-domaine qui est info.cœur.fr. Donc, tes droits sont d'écrire avec le sous-domaine info.cœur.fr. Ce que vous voyez dans le titre, hein, émission par tiers autorisé sur sous-domaine du domaine souverain. Donc là, je ne lui donne pas les mêmes droits que mes propres utilisateurs. C'est beaucoup plus limité. Et finalement, quand ça va mal se passer, l'usurpateur peut toujours passer par lui parce qu'il y a toujours des failles chez ce prestataire, mais son pouvoir de nuisance, il est limité au sous-domaine. Donc ici, vous voyez qu'il peut, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, il peut envoyer des mails en passant par le prestataire, mais son pouvoir de nuisance est limité au sous-domaine info.cœur.fr. Donc le destinataire, quand il reçoit un message du président, il a plus d'indices de méfiance. Ce n'est pas normal que le président écrive avec un sous-domaine info. Normalement, il écrit avec le domaine cœur. Donc voilà, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que, vous voyez, on est passé de no reply à président. Ça, c'est parce que
de façon générale, on utilise des protocoles simplement pour défendre le domaine et pas l'adresse complète. En fait, on peut aller plus loin. C'est-à-dire qu'on peut dire au protocole de verrouiller jusqu'à l'adresse complète. Et dans ce cas-là, à la place de pardon, excusez-moi, ça va être là. À la place de président, j'aurai no reply. Je vais pouvoir limiter le pouvoir d'utilisation exactement à l'adresse mail complète noreply@infocoeur.fr. C'est plus prudent, mais c'est aussi plus subtil. Et il y a des récepteurs qui vont pas être capables de comprendre cette subtilité. Voilà pourquoi il faut la manipuler avec prudence et en sachant très bien à qui on écrit et peser le pour et les contre. Alors, il y a d'autres choses qu'on trouve dans le paysage, c'est que assez souvent, pour plein de raisons, la marque va avoir plusieurs domaines d'émission légitimes. C'est une stratégie qui est souvent utilisée notamment par le marketing, c'est une mauvaise pratique, hein, mais si le marketing a besoin d'envoyer en masse à des gens dont ils ne sont pas tout à fait sûrs qu'ils sont d'accord pour recevoir les mails, ils ont peur qu'il y ait des plaintes pour spam et que du coup ça attaque la réputation du domaine souverain, ils vont prendre cette stratégie-là. Ils vont inventer des domaines cousins, des domaines alternatifs pour remettre au nom de la marque. Donc ils sont légitimes, donc ils vont toujours être approuvés ils vont toujours être authentifiés, le message va toujours passer de façon légitime, mais là j'envoie un mauvais signal au destinataire, c'est-à-dire que je l'habitue à avoir plusieurs visages. Ma marque cœur peut émettre avec son domaine souverain, mais peut aussi émettre de façon parfaitement légitime ou pas, c'est-à-dire que le destinataire ne sait plus très bien, avec des marques, avec des sortes de marques alternatives. Hein. C'est bien la même marque, mais elle a plusieurs visages. Et l'autre problème, c'est que finalement, j'augmente ma surface d'attaque parce que je n'ai plus un seul nom de domaine à défendre, j'en ai plein. Il va se passer tout autant ceci. Mon prestataire qui est né au nom de mon-coeur.fr, il n'est pas forcément en général pas plus sûr que les autres. Donc, je suis aussi attaquable sur mes domaines alternatifs. Donc voilà, ce que vous devez sentir, c'est que ce n'est pas la peine d'augmenter la surface d'attaque. On est efficace que si on arrive à centraliser ce qu'on protège et à être cohérent dans sa communication avec le monde extérieur. Alors, une fois que j'aurai protégé mes domaines, en fait, le problème des politiques d'authentification, c'est que je ne peux protéger que ce que j'ai. Donc, ça passe par la zone DNS, donc je peux contrôler dans le DNS les domaines dont j'ai la propriété. Et si l'attaquant, l'usurpateur, attaque avec un domaine trompeur et qu'il a été suffisamment intelligent pour authentifier lui-même ce domaine trompeur, il l'a déposé, il a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il soit parfaitement authentifié. Du coup, il dispose d'une arme redoutable parce que cette fois-ci, la zone DNS, le référentiel public, vous voyez, il n'est plus blanc comme avant, il est passé sous contrôle de l'usurpateur. Il le maîtrise complètement. Donc, le récepteur, lui, il pose toujours la question, est-ce que le domaine coeur.fr est autorisé par ce schéma d'émission, authentifié? La réponse va être oui. Le mail va passer et à nouveau, la charge de la détection repose entièrement sur le destinataire. Cette fois, je ne peux rien faire parce que je ne possède pas le domaine trompeur. J'aurais juste pu être alerté. Il y a des systèmes qui vont vous alerter. Attention, il y a un domaine qui est déposé, il ressemble au vôtre. Mais en définitive, si je n'ai pas été capable de le faire tomber avant qu'il attaque, ça va passer. Et faire tomber un domaine, ce n'est pas toujours évident. Donc, c'est des schémas qui existent. Souvent, ça va très vite même. Et encore plus fréquemment, on voit des domaines trompeurs qui récupèrent des messages qu'ils ont volés avant chez des destinataires, par exemple chez le destinataire. Donc, il y a des vrais échanges de conversations passées entre ma marque et ce destinataire qui vont être utilisés par l'attaquant
avec un domaine trompeur. Pour le destinataire, c'est extrêmement compliqué. S'il ne perçoit pas qu'il y a un caractère qui diffère dans mon nom de domaine, tout le reste est vrai. Il y a mon logo dans le corps du mail. Les échanges sont des vrais échanges passés. C'est très, très compliqué pour le destinataire de se rendre compte de la supercherie. Et moi, pour l'instant, je ne peux rien faire. Alors, quand je dis pour l'instant, en fait, il y a des solutions. Il y a aussi des protocoles qui permettent de se défendre de ça, qui sont assez récents, mais qui existent. Ces protocoles vont permettre d'ajouter un niveau de vérification qui est la vérification du logo. Est-ce que le logo qui figure dans le mail est certifié? Alors, quand je dis figure dans le mail, en fait, ce n'est pas exactement ça. Là, ce dernier protocole, il va me donner la possibilité à moi, marque cœur, d'aller contrôler une zone précise jusqu'au client de messagerie de mon destinataire. Dans ce client de messagerie, je vais être capable d'afficher mon logo sur les mails que j'envoie, moi et moi seul. Enfin, que ma marque envoie. Je vais pouvoir dire à mon destinataire, si c'est ma marque qui vous écrit, il y a son logo qui va s'afficher dans votre client de messagerie. Sous-entendu, si le logo de ma marque ne s'affiche pas, alors ce n'est pas ma marque qui vous a écrit, c'est un usurpateur. Avant d'en arriver là, il faut que tous mes schémas d'émission soient super sains. Parce qu'évidemment, si j'envoie tantôt des messages avec le logo, tantôt des messages sans le logo, je ne peux pas dire à mon destinataire, quand je vous écris, il y a mon logo. Ce n'est pas possible. Donc, il faut évidemment commencer par être irréprochable sur tous nos flux d'émissions pour que, quand le message s'affiche, ce soit à bon escient. Et du coup, on va regarder ce qui se passe après si l'usurpateur essaye d'attaquer. Alors, il va toujours pouvoir passer le premier niveau. Son domaine est authentifié, le récepteur transmet. Mais dans le client de messagerie, l'interrogation « est-ce que le logo est certifié ?» elle va avoir pour réponse « non ». Ou au pire, en imaginant même que l'usurpateur ait été jusqu'à certifier le logo. Alors, en pratique, c'est extrêmement improbable parce que c'est des logos qui nécessitent un niveau de certification très élevé, assez complexe. Déjà, pour des marques légitimes, c'est du boulot. Donc, on voit mal un usurpateur aller jusqu'au bout de cette démarche-là. Et même s'il le faisait, le logo qui serait affiché ne serait pas celui de ma marque. Cette fois-ci, là, on a été capable d'utiliser un saut de confiance, en fait, un endroit réservé dans le client de messagerie pour que le destinataire soit averti qu'il y a une anomalie. Alors, ça ne règle pas tous les problèmes, en fait. C'est que, justement, là, on est en train de poser de la sécurité. On met le dernier élément de la pile de protocole anti-usurpation. Mais si, par-dessous, on a toujours des vulnérabilités, il va se passer ceci. On va revenir au point de départ, en fait. Vous voyez que c'est un jeu de chat et souris. Et tant que je ne suis pas solide en bas de ma pile de protocole, il peut toujours se passer ceci. C'est-à-dire que si mon prestataire il est toujours aussi fragile, eh bien, l'usurpateur peut passer par le prestataire, il rejoue le schéma, et cette fois, c'est bien mon logo qui s'affiche, puisqu'on est passé par un défaut dans la muraille. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer quelques petits schémas qui permettent d'avoir une vision globale. Et le message important, c'est que vraiment avoir il ne faut pas avoir un coup de retard sur l'attaquant. Si vous progressez sans savoir quelle va être comment va se jouer la partie suivante, vous allez partir sur des mauvaises pistes. Et c'est en général ce qui tue les projets de défense anti-usurpation, c'est que on commence des choses dans la vision globale et du coup, on entame des démarches et on est obligé de faire demi-tour. Et là, ça démoralise tout le monde. On finit par croire qu'on ne va pas y arriver. Et en fait, tout ça, c'est simple, mais il est très important de faire les choses dans le bon ordre. Voilà, moi j'ai fini pour la présentation. Du coup, je redonne la parole à Shafik.
Alors, j'entends personne, je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Yazid. Je suis censé, donc, à la suite de Christophe, faire ma présentation. C'est un plaisir d'être avec vous au Tech Days Réunion. Shafik, je ne sais pas si je peux commencer ma présentation directement. Ton micro est coupé si tu parles.
Bon, ben, je pense que je vais commencer. Et puis, Shafik va peut-être intervenir un peu plus tard. Alors, si vous êtes donc d'accord et que vous confirmez, vous voyez tous ma présentation, je vais y aller. Est-ce que vous voyez mon partage d'écran? Super. Merci beaucoup. Merci. Donc, à la suite de Christophe, je vais également intervenir, toujours dans le même sillage de la lutte contre l'usurpation d'identité. Et moi, je vais plutôt vous parler de DNSSEC, donc, qui est en fait une série d'extensions de sécurité pour protéger donc, les noms de domaine de façon globale. Christophe a parlé essentiellement tout à l'heure donc, de comment se protéger contre l'usurpation d'identité liée au mail, mais il a aussi abordé les domaines de façon générale. Et moi, je vais donc venir pour de DNS de façon globale. Et puis après, je vais parler un tout petit peu du cadre général de ce qu'on appelle donc les abus en fait des noms de domaine. Vous parlez brièvement d'un programme qui a été développé et qui est opérationnel au niveau de l'ICANN pour surveiller un tant soit peu, donc, enfin pour aider à surveiller un tant soit peu les activités donc d'enregistrement malicieux de noms de domaine. Et puis, on va finir par quelques perspectives liées à la réunion. Comment est-ce qu'on peut donc, je vais dire, travailler ensemble ou définir un cadre de travail ensemble pour pouvoir donc, je vais mettre en œuvre ou renforcer là où besoin est. Je vais commencer par dire un peu qu'aujourd'hui, Internet, en fait, ou le cyberespace de façon globale, est en fait jonché de nombreux services qui, pour certains, sont critiques, pour d'autres, le sont moins. On a vu la panne de Facebook et compagnie la dernière fois. Les niveaux d'impact sont différents selon qu'on utilise donc ces services-là pour du fun, pour juste le divertissement ou donc pour des besoins commerciaux donc dans sa stratégie marketing et compagnie. Mais Internet, c'est aussi beaucoup de cloud computing aujourd'hui, beaucoup de stockage de données dans le cloud, beaucoup surtout avec cette pandémie de COVID-19, on a vu donc un certain nombre je vais dire, une certaine dynamisation pour ceux qui n'étaient pas présents en ligne et un renforcement de présence en ligne pour ceux qui l'étaient parce que si Internet n'était pas disponible, je me demande bien comment est-ce qu'on aurait fait pour survivre, pour survivre donc à cette pandémie et aux restrictions qu'elle a imposées. Mais de plus en plus aussi, on voit, surtout dans les pays du Sud, l'avancée de tout ce qui est interconnexion entre services bancaires et téléphonie mobile. Donc, on parle de mobile money de façon générale. Et nous, dans nos pays du Sud, c'est vraiment un service sur lequel nous nous appuyons beaucoup, en tout cas sur lequel nos économies s'appuient énormément. Mais il y a aussi beaucoup d'utilisation d'Internet pour interconnecter donc tous ces systèmes-là et permettre l'interaction, les transactions financières entre toutes ces entités. On voit aussi beaucoup de pays qui sont en train d'aller vers ce processus de digitalisation ou de dématérialisation des services publics. Et donc, pour certains pays, il y a beaucoup d'avancées. Pour d'autres, c'est peut-être maintenant qu'ils sont en train de découvrir, on va dire, cette façon de faire, ce mode de penser. Toujours est-il que Internet
pénètre de plus en plus dans nos vies au quotidien. Alors, il faut savoir en fait que pour pouvoir utiliser ces services, pour pouvoir utiliser ces services, il est important de comprendre qu'il y a un système central au cœur même du fonctionnement de l'Internet qui sert d'interfaçage en fait entre l'homme et la machine. Les humains sont plus habilités à garder des noms, mais les machines fonctionnent beaucoup plus avec des numéros, les fameuses adresses IP, un peu comme les noms les numéros de téléphone qui sont associés donc aux cartes SIM, mais dans vos répertoires téléphoniques, en fait, vous n'enregistrez pas les numéros simplement, vous enregistrez les numéros associés auxquels vous affectez des noms. Alors, lorsqu'il n'y avait pas de répertoire téléphonique, on écrivait dans un calepin. Et puis, heureusement, avec les pages jaunes, le fameux annuaire téléphonique qui arrivait à nous dépanner, etc. Donc, sur Internet, c'est un système qui permet donc de faire cet interfaçage qu'on appelle le système des noms de domaine, le DNS. Et grâce à ce DNS, donc, nous, les humains, on peut garder les noms www.facebook.com, google.org, sharetechnology.com, etc., etc. Voilà, il n'y a pas de complications, il n'y a pas de problème, mais s'il faut retenir des numéros, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Mais les ordinateurs, les systèmes, les serveurs, eux, ils se retrouvent facilement avec les numéros. Ce n'est qu'avec ça, d'ailleurs, qu'ils arrivent à se retrouver. Donc, ce système est reconnu pour être critique, en fait, pour le fonctionnement des services de l'Internet parce que c'est grâce à lui qu'on va pouvoir établir, en fait, les relations entre utilisateurs et services. On a vu la panne de Facebook la dernière fois. C'est vrai que c'était deux problèmes simultanés, l'un qui a entraîné l'autre. Mais tout simplement parce que le DNS n'était plus opérationnel, c'était la catastrophe. Les services de Facebook n'étaient plus joignables. Même si, bien sûr, il y a eu d'abord ce problème d'annonce de route qui est à la base de toute cette, je vais dire, chaîne en cascade donc, de problèmes que Facebook a rencontrés. Donc, lorsque le DNS n'est pas disponible, en fait, il y a de très fortes chances que vos services en ligne ne soient plus accessibles parce que le système qui doit faire cette translation, malheureusement, ne répond pas. Et donc, pour pouvoir joindre le site web du Shiotech ou le site web même de l'appel, de la cagnotte, donc pour supporter les sinistrés, eh bien, il a fallu une résolution DNS derrière. Eh bien, malheureusement, on parle toujours de vulnérabilité et de menaces partout. Et le DNS n'en est pas exempt. Donc, en fait, le DNS, c'est toute une hiérarchie. C'est tout un ensemble de systèmes ou de sous-systèmes qui forment le système de façon globale. Il y a plusieurs acteurs qui doivent se parler donc, pour pouvoir offrir ce service de DNS. Et quand on regarde un peu tout ce qui est vulnérabilité, menace auquel donc ce système de façon globale est exposé, eh bien, on se rend compte qu'il y a beaucoup de vulnérabilités. Il faut savoir que le DNS, c'est 1983. Donc, à l'époque, la problématique était beaucoup plus de fournir un service plutôt que de chercher à mettre en place également les mesures de sécurité qui s'imposent. C'est au fil du temps que des usages détournés donc du DNS sont survenus et cela a plus ou moins amené la communauté technique, notamment au niveau de l'IETF, l'Internet Engineering Task Force, donc de mener des réflexions pour apporter donc des solutions. Et quand il s'agit donc de l'empoisonnement de cache, ou de la possibilité du risque de modification des données au niveau donc, des serveurs qui sont censés fournir les réponses, les fameux serveurs autoritaires sur les domaines, eh bien, la solution qui a été trouvée est le fameux DNSSEC donc, que je suis en train de présenter aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de sécurité clé en main, il n'y a pas de solution miracle qui protège à 100%.
Et quand il s'agit donc de la sécurité au niveau du DNS, il y a également toute une batterie de solutions qui sont implémentées, enfin qui doivent être implémentées, qu'il est souhaitable d'implémenter donc pour pouvoir réduire au maximum donc les risques de se faire attaquer. Alors, DNSSEC, de façon plus concrète, c'est en fait un ensemble d'extensions de sécurité dans le système des noms de domaine. Et pour ceux qui sont intéressés à lire la documentation officielle, donc telle que publiée par l'IETF, c'est les RFC 4033, 4034 et 4035 qui datent de 2005. Et donc, DNSSEC va en fait offrir une protection contre l'usurpation des données, des enregistrements DNS en fait, que ce soit les enregistrements pour fournir les adresses de serveurs de messagerie, que ce soit les enregistrements pour fournir les adresses IP V4 ou V6 des différents services, que ce soit les enregistrements pour fournir les serveurs qui font autorité sur des domaines, ou les enregistrements de type DKIM, par exemple, pour la protection des mails et de plusieurs autres types d'enregistrements. Donc, DNSSEC va sécuriser tous ces enregistrements donc, au niveau du domaine grâce en fait à l'utilisation de la cryptographie asymétrique, d'accord, et des signatures numériques. Et DNSSEC va permettre de fournir deux fonctionnalités essentielles. La première étant l'authentification. Donc, grâce à DNSSEC, on va pouvoir authentifier en fait la source des enregistrements DNS. Et c'est comme si en fait on s'assure que les informations proviennent de la bonne source. Donc, proviennent en fait du bon serveur qui fait autorité sur ce domaine-là. Mais également, DNSSEC va permettre de vérifier l'intégrité ou confirmer l'intégrité de ces enregistrements. Donc, oui, l'information provient du bon serveur, mais ça, c'est la source qu'on a authentifiée. Rien ne dit que l'information en elle-même n'a pas été modifiée éventuellement. Donc, DNSSEC va permettre également de confirmer l'intégrité de ces enregistrements-là et donc de confirmer que personne n'a modifié les informations et celles qu'on a reçues sont identiques en fait à celles qui ont été donc publiées par le serveur qui a répondu. Et pour pouvoir assurer ces deux fonctionnalités, en fait, il y a trois aspects qui sont importants. Ils sont, je vais dire, indépendants, mais ils se complètent. D'un côté, il y a d'abord ce qu'on appelle la signature. Donc, on fait la signature DNSSEC. Donc, ça, c'est une opération qui se déroule au niveau des serveurs autoritaires sur les domaines. Donc, le détenteur, en fait, du domaine va signer sa zone. Mais c'est comme si on appose, en fait, un cachet spécial sur un billet de banque. Pourquoi? Parce qu'il faut s'assurer qu'à la caisse, n'importe où on veut dépenser le billet, qu'il y a un détecteur de faux billets et qu'on vérifie donc l'authenticité et l'intégrité du billet. Et ça, cette étape, c'est ce qu'on appelle la validation. Donc, la validation, c'est le deuxième facteur ou le deuxième aspect important de DNSSEC. Et cette validation ne se passe pas au niveau des serveurs autoritaires, puisque les serveurs autoritaires, c'est eux qui génèrent et qui fournissent les réponses, mais la validation va se faire au niveau de ceux qui reçoivent ces réponses-là. Donc, c'est notamment au niveau des résolveurs récursifs, en fait, qui sont généralement chez les opérateurs et chez les utilisateurs dans leur réseau IT. Mais également, il y a un élément important quand on parle de DNSSEC. On authentifie la source de l'information par rapport, en fait, au point de référence central du DNS qu'on appelle la racine, la fameuse racine, qui est le point d'entrée, en fait, de l'espace de nommage du DNS. Donc, c'est le fameux point, le fameux route qui est géré, entre autres, donc, par l'ICANN. Et donc, on fait toujours cette validation, cette vérification de l'authenticité, de l'intégrité par rapport au point de référence central du DNS qu'est la racine. Et donc, lorsqu'on fait cette vérification, il y a en fait toute une chaîne qui doit être traversée parce que l'enregistrement qu'on est en train d'authentifier
appartient en fait à un domaine. Le domaine lui-même, il a été enregistré auprès d'un autre domaine et qui lui-même a été enregistré auprès d'un domaine de premier niveau, etc., etc. Donc, en fait, on remonte l'arborescence du DNS jusqu'à la racine pour pouvoir faire cette validation sur toute la chaîne. Et une fois que donc la validation est faite sur toute la chaîne, on peut, donc le serveur, en fait, le resolver récursif qui est chez l'opérateur ou chez l'utilisateur va apposer ce label de chaîne de confiance validée et donc va dire que l'information est authentique et est intègre. Donc, comme je disais, DNSSEC, c'est deux éléments qui sont complètement différents, qui ne se produisent pas au même endroit, au même niveau dans l'arborescence ou dans l'architecture de l'Internet, mais qui sont complémentaires. L'un sans l'autre, c'est comme si on ne fait rien du tout. Donc, il faut signer, en fait, les domaines au niveau donc, des serveurs autoritaires des domaines. Typiquement, c'est qu'il faut générer des clés basées sur des algorithmes de cryptographie et de signature numérique. Une fois qu'on a généré les paires de clés, il faut signer les enregistrements. Donc, il faut les sécuriser en générant des signatures numériques. Et de l'autre côté, au niveau donc des serveurs récursifs, resolver, il faut faire la validation. Typiquement, c'est juste qu'il faut activer donc cette fonctionnalité de validation en fait dans la configuration. La plupart des éditeurs de logiciels DNS aujourd'hui, que ce soit Bind, que ce soit Unbound, que ce soit Power DNS et toute la clique, même au niveau des resolvers commerciaux, ils font aujourd'hui, pour la plupart en tout cas, DNSSEC, que ce soit la signature, que ce soit la validation. Donc, il est juste important de savoir comment est-ce que cette validation s'active dans la configuration et l'activer. Et une fois que cela est fait, eh bien, toutes les requêtes DNS qui vont passer par ce resolver vont être authentifiées. Si le domaine est signé, c'est bien, le resolver va pouvoir obtenir les informations dont il a besoin pour faire cette validation. Mais si le domaine n'est pas encore signé, eh bien, c'est le DNS classique, il va juste recevoir la réponse. Il ne va pas passer par l'étape de vérification de l'information, il va juste passer l'information au client, à l'utilisateur. Et ce qui est intéressant, c'est que oui, Shafik, bravo, ShowTech Days est un bon élève puisque j'ai vérifié ce matin si le domaine est signé, il est signé et je me suis amusé à sortir par exemple la signature associée donc, à l'enregistrement de l'adresse IPv4 associée. Merci. Pour le reste, je ne pense pas qu'on soit bon sur la partie de Christophe, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, sur la signature, effectivement, on a mis un certificat. OK, super. Donc, c'est avec cette information qui est entourée en vert que, en fait, le resolver, qui, dans mon cas, c'est le 192.0.42.53, il est juste en bas là, l'adresse IP que vous voyez devant serveur, c'est le resolver que j'utilise. Eh bien, c'est lui qui va donc non seulement recevoir, en fait, l'adresse IP, ça c'est le DNS classique, mais il va recevoir en plus la signature associée donc à cet enregistrement. Et il va dire, ah, tiens, je dois faire la vérification. Est-ce que peut-être quelqu'un n'a pas usurpé en fait cette adresse IP et m'a répondu avec une adresse IP différente de l'adresse IP du site web réel de ShowTech Days. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va passer par cette fameuse étape de validation. Et la validation, c'est plusieurs étapes. Il va vérifier d'abord la validité de la signature. Donc, dans ce cas, l'expiration de la signature, enfin, la signature est valide jusque le 2 janvier 2022 à 8h17. Cette signature a été générée le 3 décembre, d'accord, à 8h17 également. Donc, typiquement, vous avez une validité des signatures de 1 mois dans votre environnement. Vous utilisez actuellement l'algorithme WIT, qui est la combinaison de RSA 2048 et SHA 256.
Donc, voilà la combinaison en fait que vous utilisez pour la signature de vos enregistrements. Et une fois que le Resolver a confirmé que l'enregistrement est authentique et intègre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va poser un nouveau flag qu'on appelle donc le AD. C'est lui qui est en jaune là, d'accord? Et c'est comme ça que le Resolver va en fait répondre à l'utilisateur et va lui mettre ce flag AD pour dire « J'ai reçu l'information, je l'ai vérifiée, elle est authentique et je te confirme qu'elle est authentique et intègre. Donc, je l'ai validée avec DNSSEC. » Et donc, lorsque vous recevez ce fameux flag AD, c'est la preuve que la réponse que vous avez reçue, ça peut être une adresse IPv4, ça peut être une adresse IPv6, ça peut être un autre type d'enregistrement, peu importe, mais cette réponse est donc authentique et valide. En gros, elle est fiable. Elle provient de la bonne source et elle n'a pas été altérée par qui que ce soit. Quelqu'un qui tente d'altérer tout de suite, en fait, il y aura un problème et le Resolver va juste répondre, va le détecter et va juste répondre avec un server failure. Donc, il ne va pas fournir l'adresse IP, mais il va dire quelque chose de mal s'est passé et je ne peux pas te donner la réponse. Alors, quand on fait un peu l'état des lieux DNSSEC au niveau de la racine aujourd'hui, on a un peu plus de 1500 domaines de premier niveau et on est à environ 92-93% de domaines de premier niveau qui sont signés. Donc, c'est plutôt pas mal au niveau de la racine. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'est pas à 100%? C'est parce qu'il y a encore en fait des domaines de premier niveau de type pays qui ne sont pas signés. Donc, les 1275 noms de domaine génériques aujourd'hui sont tous signés parce que c'est une exigence contractuelle d'ailleurs entre l'ICANN et les opérateurs de ces registres génériques. Mais au niveau des codes pays, malheureusement, c'est une question de souveraineté nationale. Et chaque pays fait selon ses priorités et un certain nombre d'autres critères. Donc, c'est vrai, j'ai vérifié, la réunion également est signée, bravo pour cela. Maintenant, quand on regarde un peu au niveau des noms de domaines enregistrés sous ces domaines de premier niveau, malheureusement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, par exemple, comme geotechdays.com est signé, il y a encore très peu de domaines enregistrés chez .com qui sont signés. Et c'est pareil, en fait, chez tous les autres top-level domaines. Il y a très peu de domaines de deuxième niveau qui sont signés. Et quant à la validation, donc, vous avez les statistiques dans le tableau de droite en bas. Au niveau mondial, on tourne un peu autour de 28-29%. Certains continents sont légèrement plus en avance que d'autres. Et c'est pour cela, donc, au niveau de l'ICANN, nous essayons vraiment de sensibiliser davantage toutes les parties prenantes qui sont impliquées donc, dans cette sécurisation des noms de domaine pour que les choses puissent changer un peu. Alors, qui peut en fait déployer DNSSEC? Ben, c'est beaucoup de personnes. Toute entreprise qui possède un nom de domaine devrait signer son domaine, devrait sécuriser en fait son domaine. Mais les entreprises en général aussi dans leur infrastructure IT, elles disposent en général de resolvers récursifs et il est important de pouvoir également activer la validation DNSSEC à ce niveau. Donc, en général, les entreprises doivent agir sur les deux leviers, la signature de leur domaine, mais également la configuration de leur resolver récursif pour activer la validation DNSSEC. Les opérateurs de registre, les top-level domaines, comme je le disais tout à l'heure, le point RE est signé, c'est bien, mais il y a encore beaucoup de points de caractère qui ne le sont pas encore. Les registrants, donc toute personne qui dispose d'un domaine, comme par exemple Shafik, c'est vrai que je n'ai pas vérifié qui est détenteur de geotechdays.com, mais je suppose que ça doit être Shafik ou pas. Oui, c'est moi. Donc, Shafik, en tant que registrant propriétaire de geotechdays.com. Non, c'est OVH qui. Voilà, qui héberge, n'est-ce pas? OVH. Donc, en fait, tu as juste, chez OVH, tu as juste coché un certain nombre d'éléments. C'est ça. Pour activer donc la signature DNSSEC. Et c'est en fait ce que nous invitons les détenteurs de noms de domaine à faire, à vérifier dans leur panneau, dans leur interface d'administration
si cette fonctionnalité est disponible et de la cocher. Alors, il y a d'autres registrants qui gèrent directement leur domaine. Ça veut dire qu'ils hébergent, enfin, ils gèrent directement les serveurs autoritaires sur leur domaine. Et dans ce cas, c'est vraiment les informaticiens ou en tout cas le service IT qui doit s'occuper de déployer la signature DNSSEC sur ces serveurs autoritaires. Les fournisseurs d'accès à Internet également. Donc, eux, leur rôle le plus urgent, le plus important, c'est l'activation de la validation DNSSEC, donc sur tous leurs resolvers pour protéger les internautes. Mais également, il y a certains fournisseurs d'accès à Internet qui offrent ce service d'hébergement de domaine. Donc, si tel est le cas, ils doivent aussi penser à signer les zones, à sécuriser en fait les fichiers de zone pour les clients dont ils sont responsables. Et les hébergeurs, bien sûr, les registraires aussi ont leur responsabilité à jouer. Rapidement, je vais parler des usages à caractère abusif du DNS. En fait, c'est vrai qu'au niveau de la communauté de l'Internet, il n'y a toujours pas un consensus très clair sur ce qu'est un abus du DNS, mais on a aujourd'hui quand même une meilleure idée par rapport à il y a 4-5 ans encore. Les discussions ont avancé et on a 5 grandes catégories aujourd'hui d'activités malveillantes sur le système des noms de domaine. Donc, il y a des domaines qui sont enregistrés à caractère de hameçonnage. Donc, ils sont enregistrés dans le but, en fait, d'usurper l'identité d'une structure, d'une entité bien connue et dont la réputation est célèbre. Donc, ça peut être des sites web gouvernementaux, des banques ou tout service public. D'accord? Et donc, ces domaines qui vont être enregistrés visent à tromper en fait la vigilance des utilisateurs et à détourner le trafic vers eux en utilisant bien sûr des homographes ou en se basant sur le cybersquatting en allant enregistrer des noms de domaines qui ressemblent beaucoup vraiment au domaine légitime. Mais il y a des domaines aussi qui sont enregistrés dans le but en fait de diffuser des malwares et d'infecter nos terminaux. Et bien sûr, la plupart du temps, quand ces terminaux sont infectés, ils rejoignent en fait des domaines de botnet qui eux-mêmes sont contrôlés par d'autres domaines, donc qui vont pouvoir leur envoyer des ordres pour effectuer des attaques de type DDoS ou distribuer des mails indésirables, etc. Mais il y a aussi ce type d'abus qui est difficile à retracer, c'est la redirection DNS. Donc, quelqu'un va vraiment manipuler en fait les enregistrements DNS tout simplement parce qu'il a obtenu les accès au serveur DNS où il a pu donc faire un empoisonnement de cache au niveau donc, du resolver. Dan Kaminsky, il nous a quittés cette année, mais c'est lui qui a attiré l'attention en 2008 pour dire attention, les resolvers récursifs peuvent être victimes donc, de cette attaque qui vise à modifier les enregistrements qui sont en attente dans leur cache. Et bien sûr, il y a ces domaines qui sont vraiment réputés pour relayer ou pour distribuer des spams. Et donc, face à cette avancée des activités malveillantes sur le système des noms de domaine, en 2018, l'ICANN a mis en place cette plateforme qui s'appelle le DAAR, Domain Abuse Activity Reporting. Donc, c'est une plateforme qui reçoit, en fait, qui collecte des fichiers de zone, des top-level domaines génériques, comme certains pays également. Il y a 17 CCTLD qui ont compris l'importance de ce système et qui ont rejoint volontairement le programme. C'est complètement gratuit. Et dans le cadre donc, du contrat qui lie l'ICANN avec les gestionnaires des domaines de premier niveau de type générique, le .com, le .org, le .africa, etc., eh bien, c'est une exigence contractuelle. Donc, ils partagent leurs fichiers de zone et qui sont soumis à la plateforme des AAR pour au final produire des rapports sur en fait les statistiques de domaines à caractère abusif présentant des caractères de hameçonnage ou de malware, ainsi de suite, etc. Donc, en fait, il y a un travail qui se fait en arrière-plan pour, en fait, vérifier le type d'activité ou la présence de ces domaines dans des listes noires qui sont publiées par d'autres organismes indépendants qui sont spécialisés donc, et qui surveillent un peu ces activités-là sur l'Internet.
et quand on télécharge le rapport de DAR, on a donc ces statistiques, ces graphes qui permettent de voir les tendances d'évolution. Bien sûr, tout est anonymisé, donc il n'y a pas de rapport de relation directe en fait entre le top level domaine et les statistiques en question par rapport à ça. Et quelques chantiers communs, donc liés à la réunion très rapidement, on peut travailler ensemble avec les opérateurs pour pouvoir donc améliorer les statistiques le niveau de validation des NSSEC. Donc, de façon globale, le pays est autour de 28% de validation. Mais il faudra travailler en fait avec certains opérateurs pour vérifier peut-être que certains de leurs resolvers n'ont pas la configuration validation DNSSEC activée. Il faudra qu'on travaille ensemble à le faire. Mais également au niveau des opérateurs et des hébergeurs dans la région, il y a quelques fonctionnalités qu'il est important aujourd'hui, vu l'évolution en fait de l'Internet, de pouvoir activer, c'est important. Sinon, en fait, les performances, la qualité de l'expérience utilisateur en est directement impactée sans qu'on s'en rende compte même. Et on pense que le problème est ailleurs, alors qu'en fait, c'est un problème lié au DNS. Bien sûr, vulgariser la signature des sous-domaines au niveau donc, du point RE et pourquoi pas rejoindre le programme d'AR pour avoir une meilleure visibilité en fait de tout ce qui est activité malveillante donc au niveau du point RE et bien sûr beaucoup d'autres initiatives pour lesquelles nous serons les bienvenus à collaborer ensemble au niveau donc, de l'ICANN. Voilà, je vais m'en arrêter là. J'espère que la présentation a été utile et sur ce, je suis disponible encore pour répondre à quelques questions éventuellement. Merci beaucoup et puis je retourne la parole à Shafik. Merci beaucoup Yazid et merci Christophe pour ces belles présentations et surtout le contenu qui fut très très riche. Il y avait pas mal de questions pour Christophe et pour Yazid. Christophe est toujours là, je regarde, il peut activer son micro. Oui, tout à fait, il l'a activé. J'avais noté moi des questions pour Christophe au début. Est-ce qu'il y a des solutions? Y a-t-il des solutions spécifiques ou des procédures définies pour bloquer les usurpateurs? Spécifique. Pour les bloquer, en fait, on a la main que sur le domaine. Nous, la partie de la marque, c'est protéger de préférence son nom de domaine. Vous avez compris, on essaie d'en avoir le moins possible, ou ses noms de domaine, ou en tout cas, on va dire son domaine. Mais pour cela, elle a besoin d'un référentiel mondial qui est le DNS et des protocoles. C'est-à-dire que une usurpation, typiquement, elle part de l'extérieur et elle touche quelqu'un qui est à l'extérieur sans jamais passer par chez moi. Donc, tout ce que je pourrais faire sur mon propre territoire, mettre des pare-feux, des antivirus, tout ce qu'on veut, ça ne sert strictement à rien. Il faut absolument que j'utilise des protocoles universels. Il faut que tout le monde parle un langage commun, puisse s'appuyer sur les mêmes protocoles pour pouvoir défendre. Donc, il n'y a pas vraiment de spécificité. Il faut utiliser des moyens qui sont universels, compris par tout le monde. D'accord. Voilà, après ça, il y a plein de choses à faire. Oui, on peut aller du très général au très particulier. Je parlais de la défense, pas simplement du domaine, mais quand on donne un droit à un tiers, ça peut être juste pour émettre avec une adresse IP, noreply@info.coeur.fr, par exemple. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà comment je l'ai compris et j'espère avoir répondu. Ici, il y avait, juste avant, il y avait une autre question de la part de Shafik. Est-ce que, Christophe, tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Ça, c'est un exercice que je ne sais pas bien faire. Parce qu'en fait, si, de façon très simple, tu l'as zappé d'entrée, j'avais remarqué. Juste te dire quelques mots sur toi parce que c'est super intéressant de. Je suis quelqu'un de très simple. Simplement, je fais la même chose que tout le monde, mais j'ai peut-être commencé à regarder un petit peu avant la majorité des gens.
Et c'est assez intéressant. En fait, ce que je veux vraiment dire, c'est que les protocoles sont simples, que c'est accessible à tout le monde et que moi, simplement, j'y ai passé plus de temps que d'autres. Donc voilà pourquoi je les connais mieux. J'ai passé beaucoup de temps à regarder aussi comment se déroulent les attaques, à regarder les entêtes. Voilà, c'est en regardant comment ça se passe sur le terrain qu'on comprend des choses. Ouais, Et c'est aussi en accompagnant les autres ou en partageant des informations qu'on en reçoit le plus. Donc voilà, à part ça, je dirige une petite société qui va de plus en plus justement sur ces sujets-là. d'accord. Et principalement, mon mode de fonctionnement, c'est de partager de la connaissance, de travailler avec les autres, de les aider, d'apprendre d'eux. Et voilà comment ça se Ok. passe. C'est Donc, l'essentiel de ce que je peux dire de moi. ok. Donc, on peut faire appel à tes services, à ta société, si on veut justement renforcer la sécurité de nos domaines. C'est bien ça. Si on veut éviter de se faire piéger par des Oui, fichiers, alors aussi bien comme usurpé, hein, comme titulaire de nom de domaine. Être titulaire d'un domaine, c'est pas que des droits, c'est aussi quelque part des responsabilités. Et le fait de déclarer des politiques, c'est la première de ces responsabilités-là, parce que tant qu'on ne le fait pas, il n'y a pas de sécurité par défaut. Et donc, on est usurpable. Et quand on est usurpable, on ne défend pas bien son territoire, on ne défend pas sa marque. Et ça peut être très dommageable pour la marque elle-même. On apparaît comme étant enfin, pas digne de confiance, finalement. Quand une marque est usurpée, c'est catastrophique pour son image. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'on peut vraiment efficacement s'en protéger. Je veux vraiment casser ce mythe de on ne peut rien y faire, de toute façon, il n'y a pas de protection parfaite. Non, mais il ne faut pas aller dans cette voie-là. Il y a des protections, mais simplement si on ne les maîtrise pas bien, si on joue à un jeu sans en connaître les règles, on perd et c'est normal. Voilà. Donc, en pratique, oui, ce que je fais le plus clair de mon temps, c'est d'accompagner des sociétés qui d'accord. souhaitent protéger, comprendre d'abord et ensuite protéger leur domaine, Dans le domaine. aussi bien en tant qu'usurpé qu'en tant que récepteur. C'est-à-dire que l'autre partie du sujet, c'est éviter, on change de point de vue, hein, c'est moi, Marc, je vais recevoir des faux messages. Ouais, Comment je fais pour configurer ma messagerie de façon à ce qu'elle ne soit pas perméable aux attaques? C'est l'autre partie du problème et je le fais aussi avec beaucoup de plaisir ok. et beaucoup j'apprends beaucoup aussi en accompagnant mes propres clients et c'est comme Ouais, ça que je deviens plus instruit aussi sur les schémas globaux. ok. Merci beaucoup. Une question pour Yazid. C'est tout à l'heure, c'était qui? C'était Marc qui demandait quelle est la commande qui permet d'avoir les infos du certificat? Ah, OK. Alors, il y a plusieurs manières de faire. Un dig simple déjà est suffisant. Donc, je peux peut-être partager Oui, mon écran et puis on va voir ça très rapidement. J'espère que vous voyez mon écran. ouais, tout à Alors, fait. le matin, quand j'avais fait ça, c'était ceci. Alors, j'étais sur un autre resolver parce que là, j'avais activé le VPN du bureau. Ce serveur, en fait partie de notre infrastructure interne. Il est quelque part dans l'infra. Mais là, je suis sur ma connexion toute simple à cause du webinaire. Ma connexion Internet est parfois très fluctuante. Donc, ce qu'on va faire, je vais faire un DI. Ce que je vais faire, je vais utiliser un resolver public, par exemple, comme le Quad9, d'accord? Alors, je vais lui dire que je cherche l'enregistrement à de Shieldtech Days, d'accord, .com. Tu as fait une faute ouais, chez Tech. Merci. Voilà. OK. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me retourner l'adresse IP, mais regardez, il m'a mis un flag AD pour dire Authenticated Data. D'accord? Alors, D'accord.
Je vais te poser une question pour un domaine que je sais qu'il n'est pas signé. D'accord? Comme par exemple le groupe.bj, pourquoi pas? C'est chez moi au Bénin. Je sais que le .bj n'est pas signé, donc le groupe.bj ne peut même pas être signé. Alors, j'ai l'adresse IP, mais regardez, il n'y a pas de AD. D'accord? Alors, pour aller un peu plus loin, parce que le AD, ça, c'est juste une information, mais je peux aller un peu plus loin pour dire, OK, vu que tu m'avais donné le AD, je veux les informations DNSSEC. Parce que quand tu m'as mis le AD, ça veut dire que tu me confirmes deux choses. Toi, en tant que resolver, tu fais la validation DNSSEC, mais le domaine que tu as interrogé a signé son domaine. Donc, moi, je suis curieux de savoir quelles sont les informations de DNSSEC que tu as obtenues et je fais ça. Et c'est là que j'ai non seulement la fameuse adresse IP, j'ai toujours le flag AD qui signifie que l'information a été authentifiée et j'ai la signature qui a accompagné en fait l'information. Et regardez, les deux informations proviennent et appartiennent bien au même domaine, Geotech Days. Donc, c'est bien Geotech Days qui a envoyé les deux informations, geotechdays.com qui a envoyé les deux informations ensemble, d'accord? L'adresse IP et la signature pour permettre en fait à tout utilisateur de vérifier et d'authentifier l'information qui est arrivée. D'accord? Quelque part derrière, en fait, le resolver a besoin d'une autre information, la clé publique, d'accord? Et lui, complètement sans l'aide du client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander en fait au même domaine, donne-moi ta clé publique. Et demander la clé publique, c'est demander la DNS key. Donc, c'est un type d'enregistrement exactement comme le A, le DKIM, le SPF, le RRSIG, le NS, etc. C'est un enregistrement dans lequel, en fait, les clés publiques sont partagées par le détenteur du domaine. Donc, quand je fais ça, j'ai les fameuses clés publiques. Les voilà là. Il y a deux clés publiques dans DNSSEC. Une qui est marquée 256, d'accord? C'est la ZSK. Et la 257, c'est la KSK. Bon, ça, c'est les aspects techniques opérationnels de DNSSEC. Et c'est ces clés-là qui vont donc être mises à jour régulièrement, changées régulièrement par le détenteur du domaine. En gros, donc, voilà comment est-ce qu'on peut faire cette vérification. Sinon, il y a une autre manière beaucoup plus simple, c'est d'aller, par exemple, interroger qu'est-ce que je vais faire. Allez, je vais faire ça, on va voir. C'est d'aller passer par le navigateur et d'utiliser, par exemple, Zone Master. Zone Master. Donc, je vais changer mon screen share. Ouais, pas de souci. Non, un instant. Screen share, Zone Master. Voilà. Donc là, je suis en train d'aller sur Zone Master. Je vais juste dire, OK, ben, je veux voir geotechdays.com. Et l'avantage avec Zone Master, c'est qu'il fait beaucoup d'autres vérifications également, dont DNSSEC, mais un certain nombre d'autres vérifications liées donc aux bonnes pratiques et aux standards de déploiement au domaine. Et il va sortir un rapport, en fait, qu'on peut lire ensemble. Et de ce rapport, il va classer, en fait, les éléments par catégorie, warning, critical, information, etc., etc. Et chacune de ces alertes, en fait, doit être interprétée pour pouvoir donc prendre des actions. Donc là, par exemple, j'ai au total 113 informations dans le rapport, 109 à caractère informatif, une information qui est à caractère de notice, 3 warnings. Ben, on peut s'intéresser aux warnings. Ah, tiens, il y a la connectivité. Alors, il dit que tous les serveurs autoritaires ont une adresse IPv4 dans le même AS. Alors, ça, ce n'est pas une bonne pratique. Et c'est ce qui est arrivé à Facebook, d'ailleurs, la dernière fois, justement. Alors, imaginez que ce numéro de système autonome, pour une raison X donnée, que ce numéro de système autonome disparaisse de l'Internet pour un moment. Ça veut dire que le domaine Geotech Days aussi sera impacté. Ouais. Parce que
tous ces serveurs autoritaires sont dans le même domaine. Mais là-dessus, je n'ai pas la main, c'est plutôt l'hébergeur, donc c'est OVH. Effectivement. Et ça, c'est peut-être par exemple que l'hébergeur aussi n'a pas conscience de ce problème. Et voilà aussi le drame. Parfois, on pense qu'on fait, je vais dire, une confiance à l'expert en se disant que il est du domaine, il sait ce qu'il fait, mais pas toujours. D'accord? Donc ça, Facebook n'a toujours pas encore corrigé, mais on sait qu'ils ont conscience du problème et peut-être aussi que c'est purement un choix opérationnel. Donc, ils ont conscience du risque et ils l'ont accepté. Donc, ça fait partie de la gestion de risque aussi. Et peut-être c'est en discutant avec les bonnes personnes de l'autre côté qu'on peut mieux comprendre les raisons pour lesquelles ils ont opté pour ce choix opérationnel-là. L'autre chose, c'est que donc, au niveau de DNSSEC, voilà, il dit que en fait, la DNS key, d'accord, qui utilise, au passage, pendant que je faisais la présentation, je disais que l'algorithme WIT, c'est le RSA c'est la combinaison RSA et SHA 256. Ouais. Donc, il dit attention, vous utilisez une clé de 1024 qui est inférieure à la recommandation 2048. Mais ça, ce n'est pas vraiment un problème. Voilà. Et pareil là-dessus, on n'a pas la main. En tout cas, moi, je sais que c'est pareil, c'est OVH Effectivement. qui oblige à avoir une clé de 2024, en fait. 2024, oui. Effectivement, c'est peut-être pour une question de performance parce que 2040, il faut plus de ressources, etc. OK. Voilà. Donc, super. En gros, voilà comment, de deux manières différentes, on peut donc investiguer ça. Merci beaucoup. Je ne connaissais pas Zone Master, donc là, je vais le rajouter dans mes… il est vraiment très pratique. Donc, il y a beaucoup d'autres rubriques, en fait, que tu peux visiter, tout simplement, voir la consistance du domaine, les adresses. Vraiment, ça donne beaucoup d'informations. OK. Dernière question, parce que je sais que tu es très pris. Et après, donc, il y a quelques questions pour Christophe. On est encore dans le temps. Tu parlais tout à l'heure de collaboration, le fait que les opérateurs, notamment à La Réunion, on a vu qu'on n'était pas bon en matière de protection du point RE. Comment donc, les opérateurs peuvent établir cette collaboration? Ils doivent vous contacter au niveau de l'ICANN, ils doivent… Oui, donc c'est nous contacter par exemple à l'adresse email octo@icann.org. D'accord. Et par exemple, juste d'introduire, on a suivi une présentation et puis on est intéressé donc sur les aspects techniques. Et puis on va nous forwarder le mail et voilà, nous on rentre en contact avec vous. C'est gratuit. ICANN travaille en fait pour la coordination du fonctionnement technique. C'est juste hallucinant, c'est gratuit et ils ne le font pas. Moi, ça me paraît bizarre. Même. Octo, merci. Écoute, je ne sais pas si Sébastien est là, parce qu'il travaille pour un opérateur. Mais Cal, tu pourras donc transférer à Zeop notamment. OK. Vraiment un grand merci Yazid pour ce partage, pour tous les éléments, les informations que tu as partagées. Je sais que tu es très pris là, donc tu enchaînes un autre event. Et donc, on va te libérer. Un grand merci. J'ai quelques questions pour Christophe. Si Christophe est encore là, il y avait une question sur est-ce que tu pourrais en dire plus sur le protocole qui permet de vérifier comment se déroule la certification des sceaux d'un logo? Quel organisme? Pourrais-tu en dire plus? Il y a une question là-dessus. En fait, donc ce protocole, c'est BIMI. Il y a pour l'instant, il y a un cahier des charges. FMN t'en parle aussi, pareil. Un retour sur BIMI, effectivement. Ouais. Il y a un cahier des charges publié par BIMI Group qui définit quels sont les points à respecter pour être organisme de certification de ce qu'on appelle le VMC, Verified Mark Certificate. Pour l'instant, il y a deux organismes qui ont rempli le cahier des charges, qui sont Entrust et DigiCert. Donc au moins, il y a le choix.
les deux font le même travail exactement. Après ça, en fonction du pays dans lequel vous êtes, il y a une dernière étape qui est souvent la plus complexe finalement parce que le protocole est jeune et encore pas tellement entré dans les mœurs. Cette dernière étape, c'est la validation par un notaire. Donc je sais que c'est Ah ouais. c'est assez difficile de trouver un notaire qui comprenne de quoi on parle et qui soit habitué à faire ce genre de choses. Voilà, mais en tout cas, ça se met en place. Il y a, donc, voilà, ce que j'ai entendu, c'est que actuellement, avec DigiCert, c'est compliqué de trouver ce notaire. En fait, si quelqu'un connaît un notaire qui entre dans le mécanisme avec Entrust, c'est une information qui m'intéresse. Pour DigiCert, on en a. Entrust, c'est plus compliqué. Mais bon, c'est des choses qui s'établissent, hein, c'est encore récent. Enfin, donc, Ok. ce qu'on peut dire sur ces Et certificats. je rebondis toujours sur Bimi par rapport à la question de Stéphane, là, qui est, le côté payant de Bimi risque de limiter l'adoption au seul grand groupe. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, il faut comprendre aussi que en fonction de l'organisme, enfin, de l'opérateur qui gère le client de messagerie, le niveau de certification varie. Bimi laisse les choses ouvertes. Hein. Il y a principalement deux opérateurs qui l'implémentent dans leur client de messagerie. Il y a Gmail, qui est le plus récent à être entré dans le jeu, qui lui va demander un VMC, donc d'aller jusqu'au plus haut niveau de certification. Et il y a également Verizon. Verizon, c'est les adresses AOL et Yahoo. Là, ils se contentent d'un certificat auto-signé. En revanche, même si c'est plus facile, du coup, il y a juste à publier un certificat, enfin un logo au bon format dans la zone DNS et c'est fini. Mais il faut que, alors à l'inverse, Verizon va faire tout un tas de vérifications en réception sur la conformité du schéma d'émission global à ce qu'il connaît de cet émetteur-là, du domaine. Donc en fait, c'est pas forcément moins sûr, c'est juste que la partie logo est plus simple. Mais d'un autre côté, ça ne va s'afficher potentiellement que sur Yahoo et AOL. Ouais, Et d'accord. c'est bien plus précieux d'avoir d'affichage dans Gmail. Pour l'instant, on n'a que cela principalement. Enfin, c'est le plus connu. Tout le monde espère que Microsoft va entrer dans le danse. Ça changerait vraiment radicalement les choses. Mais à vrai dire, on n'a pas le choix. On a absolument besoin de ce niveau de vérification. Sinon, vous avez vu dans les exemples, c'est très facile pour un attaquant de déposer une fausse marque. Il y en a tout le temps. On n'arrête pas d'en voir. Ouais. Donc, il y a des moyens d'y parer. Un côté récepteur, on peut détecter que c'est un nouveau domaine, qu'il ne nous a encore jamais écrit. Mais notre travail en tant que titulaire de domaine, c'est de faire tout ce qu'on peut pour empêcher l'usurpation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire tous mes récepteurs, tous les gens qui reçoivent des mails de ma part, ils sont bien équipés. Ça n'existe pas. Particulièrement si c'est le grand public. Une marque, elle écrit aussi à des particuliers, et ceux-là, je ne peux pas exiger qu'ils aient une Secure Email Gateway qui bloque tout. C'est juste des gens normaux avec des opérateurs normaux, et là, on sait que ça passe. Donc, je dois aller plus loin, moi, en tant que titulaire de domaine. Ok, merci beaucoup, Christophe. Il y avait une question, c'est la dernière, là, tout à l'heure de Laurent Folio. Bonjour, pourquoi ne procède-t-on pas à la vérification du logo avant que le destinataire le reçoive? Ah oui, en fait, j'ai symbolisé comme ça, on pourrait faire cette vérification au niveau du récepteur. En réalité, moi, je l'ai décalé, hein, je l'ai mis au niveau du client de messagerie, parce que c'est là que ça s'affiche. Ouais. En pratique, typiquement, hein, si on prend Gmail, le récepteur et le client de messagerie, ils sont chez le même. Donc, globalement, ça se fond un petit peu tout ça. Hein, mais en attendant, Bimi n'est pas fait pour bloquer les mails. C'est Dmarc qui va les bloquer.
Bimi, la partie défensive de Bimi, c'est des marques. Donc, en fait, typiquement, un mail qui n'est pas authentifié par des marques, il ne va même pas être émis. En revanche, si c'est un domaine trompeur, des marques, et que l'attaquant a authentifié son domaine dans sa propre zone DNS, des marques va passer, et c'est juste Bimi qui va pouvoir stopper, il ne va même pas le stopper, il va le présenter, mais avec une alerte qui sera juste une incohérence. Le symbole affiché pour le message n'est pas celui qui devrait s'afficher normalement. OK. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci beaucoup, Christophe et Yazid, pour cette belle présentation. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses de votre part. Donc, un grand merci. Les slides donc, seront pareils. Christophe m'a déjà envoyé, Yazid également. Donc, vont être dans le dossier qui est partagé, qui sera accessible si ce n'est pas déjà le cas pour une grande partie d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes inscrit sur le formulaire, vous allez recevoir un lien dans pas longtemps. Je suis en train de rajouter les adresses au fur et à mesure. Vraiment, merci beaucoup à nouveau. Je peux faire que ça, je peux dire que ça, parce que moi, clairement, je me suis régalé sur cette presse. J'ai appris beaucoup de choses et on va essayer donc de mettre en place tout ce qui est nécessaire pour protéger nos domaines, Christophe et Yazid. Merci, Shafik. Merci et à bientôt. On va enchaîner parce que pile poil, en plus, il est 15h45 et à La Réunion, 12h45. Et on a alors, pour l'instant, c'est un duo de choc. Je n'ai pas encore Ah, il est là? Il est arrivé? Il a quoi comme nom? Je ne vois pas, moi, sur. Hello, bonjour tout le monde. Salut Hakim, mais il s'appelle comment là sur Zoom? Sofiane, il arrive. Ah, il arrive. Pour ça, je me suis dit, il y en a que deux pour l'instant. Le temps qu'il sorte de son lit, là, et c'était bon, il arrive. Ok. Voilà, donc on va avoir un trio sur cette présentation donc, qui va être consacrée à Microsoft Sentinel avec donc, ce trio de choc qui vont nous faire pareil. Hein, donc, adopter, c'est l'objectif, hein, c'est adopter Microsoft 365 en sortant de. Pardon, pas Microsoft 365, Sentinel, en sortant de cette presse. Avec Microsoft Sentinel. On en parlait un peu avant ce matin. On en parlait ce matin avec Céphala et avec Jean-François. Ils ont abordé effectivement la partie Zero Trust. Ouais, tout à fait sur la partie Zero Trust. Et c'est intéressant d'avoir donc vos retours parce que donc c'est des retours d'expérience. Donc ça va être super intéressant. Je vais juste, voilà, Sofiane, je vais faire rentrer. Il arrive.